Dernier petit cours sur Prolog, avec aujourd'hui la question de la déclarativité dans Prolog. L'idée c'était dans Prolog, c'était d'avoir des règles qui peuvent s'appliquer un peu n'importe comment, qu'on puisse déclarer les choses qui nous semblaient justes, et puis laisser le moteur d'inférence exécuter pour résoudre les requêtes qu'on lui donnait. Donc ça c'est bien pour un certain nombre de choses qui sont par exemple les problèmes mal posés. C'est bien aussi parce que de temps en temps, on rédige un programme pour qu'il s'exécute dans un certain sens et on peut essayer de voir s'il s'exécute à l'envers. Ça peut aussi être utile quand en fait il n'y a pas une solution mais plusieurs solutions à un problème. Et dans certains cas, c'est pour chercher dans des problèmes avec des possibilités combinatoires, quels sont les candidats qui sont solutions parmi toute la combinatoire des candidats. Donc on va regarder un petit peu toutes ces choses-là avec en point d'analyse aussi les critères algorithmiques habituels qui seront aussi des repères pour nous pour voir un petit peu ce qu'on est en train de faire, qui sont la correction, est-ce que le programme qu'on est en train de faire fait bien ce qu'on veut, complétude, est-ce qu'il résout bien tous les problèmes de la classe de problèmes qui nous intéressent, est-ce qu'il va terminer éventuellement en combien de temps, quelle est la complexité algorithmique du programme. Donc on revient sur deux types d'exemples. Un premier exemple, c'est plutôt sur des connaissances, sur des bases de faits, et on va voir un petit peu ce que c'est que les problèmes mal posés, puis définir un petit peu ce que c'est que la réversibilité et le non-déterminisme dans ces cas-là. Et puis le deuxième problème, deuxième exemple, si on a le temps, sera plus numérique. Mais ces problèmes-là, réversibilité, non-déterminisme, pourront encore être évoqués. Donc on revient sur un exemple de la famille Simpson, avec, je rappelle, Abraham, père de Homer, qui est père de Bart, Lisa et Maggie, qu'on avait traduit comme avec un prédicat parent, donc qui relie Abraham et Homer, Homer avec Bart, Homer avec Lisa, Homer avec Maggie. Puis on avait défini aussi un prédicat grand-parent qui relie deux individus A et Z, sous réserve que le premier individu A soit relié à un certain individu K, qui lui-même soit relié à l'individu Z. Le grand-parent A est grand-parent de Z si A, dans la vie courante, A est le parent d'un individu, de quelqu'un d'autre, qui lui-même est le parent de Z. Auquel cas, A est grand-parent via son enfant qui a été lui-même parent de Z. Alors, pourquoi le problème est mal posé? Le problème est mal posé parce que pour l'instant, donc, on a fait un certain nombre de simplifications. Des simplifications, on a considéré que on ne prenait pas en compte par exemple les époux ou les épouses, on n'a pas remonté très loin dans la hiérarchie, on n'a pas pris en compte le fait qu'il pouvait y avoir de nouvelles naissances, et on n'a pas tout défini dans les relations. Par exemple, on a défini une relation de grands-parents, parce que c'est l'exemple minimum là sur les 5 individus qui sont là, mais on aurait pu essayer de définir une autre relation de grands-parents entre Homer et son grand-père, Orville. Et bon, la base, donc une façon de le faire, ça aurait été, si on avait été cohérent, c'est de continuer à n'utiliser que la relation parent et de relier donc Abraham avec son père, Homer. En fait, on peut aussi ajouter d'autres prédicats qui sont plus proches de ce qu'on sait exactement dans la base, c'est-à-dire que peut-être qu'on ne sait pas que Homer, que Abraham a pour parent Orville, parce que je ne sais pas pourquoi, mais voilà, parce qu'on a oublié le nom d'Abraham momentanément, que c'est quelqu'un d'autre qui remplit la base de données, mais il sait seulement que Homer, on a vu sur une photo Homer et Orville, donc on aurait pu dire, donc pour grands-parents, il y a plusieurs façons de définir grand-parent, il y a la façon générale qui utilise parents, et puis dans certains cas ponctuels, on peut dire grands-parents, pour un cas ponctuel qui est celui de donc Orville et Orville et Homer, on va pas. Alors Orville,
excusez-moi pour l'orthographe, voilà, on peut rajouter un cas particulier. De la même manière, on aurait pu avoir quelque part des faits qui auraient relié Abraham et Orville, mais en disant que Orville était en fait l'enfant, hein, l'écrire par manque de cohérence avec un autre prédicat à nouveau, donc Orville, Homer, pardon, c'est Abraham et l'enfant de Orville. Donc tout ça c'est correct en un certain sens, mais comme ça on peut rajouter plein de faits, des faits donc qui sont alors, redondants des fois. On aurait pu aussi mettre, si on avait des problèmes de redondance, que Lisa est un enfant de Homer. Voilà. Tout comme on aurait pu aussi définir pour enfant une relation un peu plus générale qui repose sur la notion de parents, hein. On l'avait fait précédemment, hein. Enfant, c'est l'inverse de parents. Donc A est un enfant de Z si Z est son parent. Donc là, on est en train de rajouter plein de faits, on est en train de rajouter plein de règles. Le souci avec donc typiquement, c'est un problème qu'on n'a pas voulu bien modéliser au départ, et on veut rajouter plein de choses dedans. Le souci qui va arriver ensuite, c'est qu'on va pouvoir poser des questions, et selon les questions, les réponses, alors si chaque réponse, chaque fait et chaque règle reste correcte, il y a une garantie à vérifier que ça c'est bien correct. À chaque fois qu'on a parents, alors on a enfant. À chaque fois qu'on a ce type-là de parents, alors on a grands-parents. Et que chaque fait là est bien vérifié. Et donc la correction, c'est prouver ça. C'est si chaque chose localement est correcte, c'est plus facile de prouver les choses localement, hein. Voilà, si chaque chose localement est correcte, alors on est sûr que les résultats qui sortent seront corrects aussi. Donc ça, c'est un des points importants des critères, c'est la correction. Alors la complétude, là dans notre problème, c'est justement ça, c'est qu'on n'a pas une garantie d'avoir énoncé tous les faits possibles ou toutes les règles possibles entre les faits. Et par exemple, on n'a pas parlé des relations de frères et sœurs, on n'a pas continué à parler des parents d'Orville, on n'a peut-être pas dit donc Abraham, est-ce qu'il a un frère ou une sœur? Là j'ai du mal à lire ces choses là, mais Abby, là je sais pas si c'est, je connais pas assez bien la famille Simpson. Enfin bon, donc on n'a pas forcément toute la famille, ça c'est clair. Et puis ce qui est intéressant aussi, hein, quand on essaie de modéliser les connaissances, c'est qu'en fait la famille peut s'agrandir, et donc on sait en fait pertinemment probablement qu'à un moment donné la base de faits et la base de règles elle est entachée d'erreurs, parce que on peut avoir introduit des erreurs, mais surtout les faits peuvent varier au cours de la vie. Donc la complétude dans le cas présent là, il est plutôt assuré qu'on n'y arrive pas. Alors la terminaison, c'est de savoir si quand on va poser une requête, elle va boucler sur une des recherches qui ne vont jamais arriver à la fin, ou si elle va donner un résultat, ou même des résultats, ou tous les résultats. Donc sur cet exemple-là, ça va être assez difficile, si on rajoute tout n'importe comment, de prouver que ça se termine. En général, pour prouver que ça termine, on essaie d'exhiber quelque chose qui progresse toujours et qui est borné, donc, et qui progresse dans un corps, enfin pas dans un corps, mais parmi les entiers par exemple, ou qui décroît et est toujours positif parmi les entiers. Donc là, ça serait peut-être possible en donnant des nombres à tous les différents à tous les nombres, à tous les individus, et montrer que nos relations, quand on les utilise d'une certaine manière, fait décroître ce nombre-là. Bon. Donc on va essayer quand même de poser quelques requêtes, mais la preuve de la terminaison, elle n'est pas évidente. Alors, et
tout comme la preuve d'atterminaison n'est pas évidente, savoir combien de coups vont être utiles pour résoudre telle requête, c'est pas évident. Bon, mais le problème posé, est-ce qu'il y a des questions qui peuvent être intéressantes? Est-ce qu'il y a réversibilité des questions? Est-ce qu'il y a non-déterminisme? Est-ce qu'il peut y avoir exploration combinatoire? Donc, qu'est-ce que c'est tout ça? Donc, en premier, pardon, c'était donc la réversibilité. Donc, la réversibilité, c'est de se dire que grands-parents, on l'a écrit pour fonctionner, donc pour qu'il y ait une terminaison, quand on fournit au départ le premier paramètre, le sujet, donc on avait même pris Abraham, et on voulait savoir quels étaient les individus dont il était grand-parent. Cette chose-là, donc sous réserve que ça termine, on sait que c'est juste. Dans le cas présent, il termine et il fournit, trois résultats, Bart, Lisa et Maggie. Donc ça c'est très bien. Donc ce qui s'exprime là, c'est qu'il n'y avait pas qu'un seul résultat. Donc ça c'est ce qu'on appelle le non-déterminisme. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités. La réversibilité, c'est de se dire, en fait, j'avais écrit mon programme pour qu'il résonne dans un certain sens. Je vais peut-être poser la question à l'envers. Est-ce que je peux reconnaître le grand-parent d'Homer? Alors bon, là, si vous regardez un petit peu ce qui est au-dessus, pardon, c'est ici, on va avoir le résultat tout de suite. Donc, on le fait pour vérifier. Voilà, c'est bien Orville. Mais c'était directement dans la base. Là où c'est un peu moins directement dans la base, c'est par exemple pour Lisa. Donc on a vu tout de suite, juste avant, que Lisa, Abraham était le grand-père de Lisa. Et à l'envers, on peut poser la question et le programme là est réversible. On est sûr que ce qui sort, sous réserve que chaque chose est vraie et correcte, sera juste, et donc Abraham est bien le grand-père de Lisa. Donc on a ici un type de programme qui est, où il y a pas mal de réversibilité, pas mal de non-déterminisme, et où on peut avoir une exploration combinatoire. Donc, si on cherche par exemple parmi les grands-parents les petits-fils, donc les individus Z tels que Homer soit le grand-parent. Non, Homer il n'a pas de grands-parents, mais il n'a pas de petits-enfants. Abraham. Si on cherche, je sais pas quoi, les parents de ces individus-là, on pourrait poser la requête. En fait, plus si ça marche les requêtes, mais on va essayer. Les parents des individus qui seraient petits-enfants de Z, d'Abraham, pardon. Alors, si on pose tout ça, on va chercher de manière combinatoire sur les 4 exemples. C'est pas ça. Donc, la combinatoire de la première requête fournit Z égale Bart, Lisa ou Maggie, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et la deuxième requête s'effectue donc sur chaque résultat et à chaque fois trouve Homer parce que dans l'arbre, en fait, ça passait forcément par là. Parce que ici, je vois pas d'autres enfants à cet étage-là, ou alors ces dessins-là, ils sont bizarres. Il faudrait peut-être les analyser. Enfin bon. Donc voilà un exemple de problème non posé pour lequel on fait des analyses. On peut faire des analyses combinatoires. Deuxième exemple, plus calculatoire. Alors avant, montrer des choses qui ne sont pas réversibles, ni non déterministes, ni qui ne permettent pas d'exploration combinatoire, ou alors des choses qui soient ni correctes, ni complètes, ni qui ne terminent pas. Alors, pour faire des choses qui ne soient pas correctes, il faudrait que je rajoute une règle qui ne soit pas correcte, comme par exemple
Lisa est enfant d'Abraham. Ça, je ne vais pas le faire parce que ça, malheureusement, c'est un peu contre nature en prologue d'écrire des choses qui ne sont pas correctes. Bon, mais des choses qui ne sont pas complètes. Alors, en s'aidant ici de la base, on peut se demander si on va reconnaître le parent d'Abraham. Tout ce qui est écrit est correct, mais est-ce que on peut trouver l'élément A tel que Abraham et son parent? Eh bien, sauf si j'ai fait une erreur, il échoue à trouver, malgré le fait qu'il y ait toute l'information. Il y a toute l'information, alors comment on peut s'en persuader? On peut s'en persuader parce que là, si Orville a pour grand-parent, enfin, est le grand-parent d'Homère, il y a forcément un individu qui est le père d'Homère entre les deux, et le père d'Homère, si je ne me trompe pas, c'est Abraham, et donc du coup Abraham serait le fils d'Orville. Donc on aurait pu rajouter parmi les règles parents là-haut. C'est une règle, on va tirer par les cheveux, mais bon, on aurait pu la rajouter. Un individu A est parent de Z, sous réserve que il y ait un individu qui est avant A, donc que j'appelle T, qui est grand-parent de Z. Donc si T est grand-parent de Z et que A est parent de T, alors donc on a T suivi de A, T deux coups plus loin ça donne Z, donc du coup on a A qui est parent Z. Alors on va essayer maintenant de voir si on arrive à retrouver le parent de Abraham. On a rajouté une règle, c'est plus exactement le même programme, en espérant qu'elle n'est pas fausse, cette règle. Donc notre espoir, c'est bon, on ne trouve pas de parent là-dedans, mais parent cherche grand-parent, qui va partir là, Orville, Homère, qui va du coup après chercher si, donc pour Orville, Homère, donc pour Homère, il trouvera Orville T. Et j'arrive plus à m'y retrouver. Et 2 secondes. Oui, voilà, je reprends. En fait, il y a une erreur. Si A est parent de Z et qu'on cherche le grand-parent de Z, donc on est monté un niveau au-dessus, une génération au-dessus de A, et après en redescendant d'une génération à partir du grand-parent, on tombe soit sur le père ou sur un oncle. Donc là, il y a un petit souci. Donc il y a une autre façon de faire. C'est donc on va plutôt inverser les deux. Donc si on est arrivé, on cherche le parent, enfin le lien entre un parent et un enfant. Si on cherche l'enfant comme étant le père de quelqu'un d'autre, qu'on appelle X, et qu'on sait que A est le grand-père de cet enfant d'enfant X, alors on a forcément la relation entre A et donc le père et celui qui est intermédiaire, Z. Donc si on pose tout ça, donc maintenant on va peut-être pouvoir poser, donc en posant la question Abraham, quel est le père d'Abraham,
Bon, donc là, on va pas trouver. Ici, on va chercher si par hasard, donc Abraham n'aurait pas un enfant. Alors, Abraham est le père de Homer. Et on va regarder si Homer, on n'aurait pas une relation entre Homer et son grand-parent. Et on devrait avoir la chance de tomber là-dessus. Mais peut-être pas du tout. Donc, on essaye. Alors, réponse, ben, on est tombé dans une boucle infinie. Alors, on dit OK, enfin annuler, enfin, on veut bien avoir les réponses. En attendant, bon, c'est une boucle infinie, on n'est pas très content. Mais, alors, donc, avant de tomber dans une boucle infinie, on a eu la réponse. Oups. Stop infinite. Je sais pas pourquoi j'ai passé. Enfin, j'ai fait une petite bêtise, mais c'est pas grave. Donc, on a eu la réponse, Orville. Mais en même temps, donc, on a illustré donc, la réponse elle est correcte, mais en même temps on a illustré le fait qu'on n'avait pas de terminaison parce que à la recherche de grands-parents pour un pour donc pour Homer, on a aussi ici cherché les parents qui eux-mêmes ont commencé à chercher les parents qu'ils connaissaient, puis d'autres parents qui cherchaient d'autres grands-parents, qui cherchaient d'autres grands-parents, qui cherchaient des parents, qui cherchaient des grands-parents. Donc probablement, je n'ai pas été voir beaucoup plus loin, mais il y a une boucle qui s'établit entre ces deux choses-là. Donc ces deux règles-là, elles sont bien, mais elles vont entraîner des boucles infinies. Alors si on avait voulu les enlever, ben, il faudrait corriger le programme pour dire bon bah cette règle là on l'applique pas là momentanément et là j'espère que bon, ça va, on va vite voir si une boucle infinie ou pas. Ben, il reste une boucle infinie. Alors pourquoi une boucle infinie? Parce que parent en fait aussi fait une boucle sur parent et ben, probablement ça ne marche pas mieux que précédemment. Donc bon, voilà, ça reste un problème mal défini, clairement, puisque en rajoutant un peu tout et n'importe quoi, on a des fois des réponses, mais on a aussi des choses qui ne répondent plus, c'est-à-dire qui n'ont plus de réponse. Là, dans le deuxième essai, hein, ah si, on avait quand même eu la réponse avant la boucle infinie. La réponse, mais la réponse aurait pu passer après la boucle infinie, ce qui est toujours un peu gênant, parce qu'après une boucle infinie, en fait, les réponses, en général, on n'attend pas assez longtemps pour les obtenir. Donc voilà quelques exemples de problèmes qui ne terminent pas. Bon, j'ai pas montré qui est incorrect. Qui sont pas complets, ben, c'est aussi ça. C'est-à-dire que sans cet ajout-là, le problème ne répondait pas sur Orville et Abraham. Avec ces ajouts-là, il est plus complet, mais il boucle, donc il termine pas, donc c'est pas terrible. Deuxième exemple rapidement. Hein. J'ai passé beaucoup de temps sur cette illustration-là. Donc un peu plus numérique, on va essayer d'enlever un zéro dans une liste. Donc c'est un prédicat sans premier zéro. Par exemple, une liste sans son premier zéro, ça donne quoi? Donc l'analyse de ce prédicat-là consisterait à dire bah, si la liste commence par un 0 et qu'elle continue ensuite par je sais pas quoi, alors la liste sans ce 0-là, bah, c'est la liste, c'est la fin de la liste. Et si la liste commence par un élément E et se termine par je sais pas quoi L, alors bah, sous réserve que E soit pas l'élément 0, donc E est différent de 0, alors on pourra enlever à la fin de la liste, donc à L on pourra enlever le premier 0, ça donnera un certain reste R, et la liste sans ce premier 0, ça sera la liste comportant E, et puis la liste fin de liste sans le premier 0. Donc ça a l'air d'être le prédicat que je cherchais au départ, et j'espère qu'il est correct, complet, qui termine. Alors complet, donc là on peut analyser en regardant sur cette liste là, donc soit
Alors, il n'est pas complet au sens où, pour l'instant, hein, ou alors il faut réfléchir un petit peu, ça ne peut pas être une liste vide, mais en fait, la liste sans l'élément vide, on ne peut pas enlever le premier zéro. Donc, pour la liste sans pour la liste vide, comme on ne peut pas enlever le premier zéro, effectivement, parce qu'il n'y a pas de premier élément et donc il n'y a pas encore point de zéro, sans premier zéro est un prédicat qui ne va pas terminer, qui va échouer. Donc il faut au moins un élément. Donc là, on a une liste avec au moins un élément, mais elle est un peu particulière. Donc il faut prendre aussi toutes les listes pour que ce soit complet, qui ne sont pas particulières, donc qui sont différentes de zéro. Donc c'est ce qui m'arrive dans la deuxième règle. Donc avec cette règle-là et cette règle-là, qui est le complément de l'autre, il n'y a pas besoin que ça soit tout à fait le complément. Hein. Sans le diff, mon prédicat reste complet, c'est-à-dire que tous les cas sont pris en compte, avec 0 ou sans 0, mais même si là il y a aussi 0, ça veut dire qu'il y aura des cas redondants, il y aura un petit peu de non-déterminisme. Mais bon, pour mon prédicat là, si là on considère que c'est tous les cas sauf 0, ben, donc ça c'est la deuxième règle, il faut aussi une règle avec k avec 0. Comme il n'y a pas de contrainte sur L, pour appliquer cette deuxième règle là, ben, le prédicat est complet. Il est correct, c'est un raisonnement par récurrence, là c'est correct, si là c'est correct, alors là c'est correct. Localement, hein, on fait un raisonnement. Il termine parce que l'appel récursif, alors les seuls problèmes de terminaison, c'est pour les appels récursifs. Là, donc là, on a un appel récursif sur L, à partir du moment où on a une liste, donc ça a une longueur, qui est un entier, qui est forcément positive. On part d'une certaine liste, d'une certaine longueur, et puis on diminue de 1 sa longueur. Donc si on fait une analyse sur le deuxième argument, c'est une longueur qui est décroissante strictement, bornée par 0. Donc ça va terminer. Et en fait, aussi sur le premier argument, que on donne le premier ou le deuxième argument, à partir du moment où on donne l'un de ces deux arguments comme étant une liste de longueur connue, le prédicat va terminer. Donc il termine, il est correct et il est complet. Et pour la complexité, il faudra compter le nombre de pas d'exécution qui ont été nécessaires à sa réalisation. Alors maintenant, est-ce que ce prédicat-là, donc il a des bonnes qualités, est-ce que voilà, il répond à tous les critères algorithmiques. Enfin, bon, sur la complexité, en fait, c'est un prédicat qui est linéaire dans la longueur de la liste, hein, si on veut faire l'analyse. Donc c'est pas un problème mal posé là, je crois. Est-ce qu'il est réversible? C'est-à-dire que l'utilisation standard de ce prédicat, c'est sans premier zéro, avec une liste de longueur connue et même d'éléments connus. Oups, j'ai été un peu vite. Donc par exemple 2, 3, 4, 3,14, 159. Et après, il n'y a pas de 0 là-dedans, c'est dommage. Donc on va mettre un 0 n'importe où. On peut en mettre 2 même si on veut. Quelle est la liste, cette liste-là sans premier 0? Il m'en donne beaucoup des listes sans premier 0. Donc probablement il y en a qui sont fausses. Alors on va voir pourquoi. Où est-ce qu'on s'est trompé? Où est-ce que je me suis trompé? Donc est-ce qu'il donne au moins le bon résultat? Ah oui, non, c'est moi qui me suis trompé. En fait, l'argument qui est connu et dont on va enlever le 0, c'est le deuxième argument. J'ai écrit les choses à l'envers. Donc, L sera la liste second argument sans son premier 0. C'est pour ça que je l'ai pris en premier argument. Donc, cette seconde liste sans premier 0, si j'exécute le programme, ça me donne cette fois un seul résultat où le premier 0 après le 3, 1 a disparu. Donc, voilà. Donc ça, c'est l'utilisation courante. Alors, est-ce que c'est réversible? On vient de le voir en fait. Hein. La réversibilité, c'est de se demander, est-ce que je peux trouver une liste, L, telle que ça serait la liste sans cette liste-là, sans son premier 0. Et alors, si on regarde précisément les réponses, cette liste-là sans son premier 0, c'est effectivement 3, 4, 3, 1, 0. Cette liste-là sans le premier 0, c'est aussi la liste 3, 1, donc on aura enlevé 0 là, 0, 4, 1. Et cette liste-là sans le premier 0, c'est effectivement 3, 1, 0, 4, 1, 0, 5, 9. Donc c'est réversible.
Et à nouveau, ça montre, alors c'est pas équivalent à réversibilité et non-déterminisme, mais là, ça permet de montrer qu'il y a plusieurs solutions, et toutes les solutions sont exposées qui permettent éventuellement plus tard une exploration combinatoire des résultats. Alors ceci dit, il faut se méfier de... si on avait enlevé ça, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que ça aurait changé grand-chose? En se disant, déjà, est-ce que le prédicat était correct? Est-ce qu'on enlève bien le premier zéro de la liste? Alors, bon, finalement, le prédicat n'est pas tout à fait correct. Pourquoi? C'est parce que à partir du moment où il y a 2 zéros, il essaie d'en enlever au moins un, mais c'est plus le premier zéro. Mais par exemple, si on suppose que la liste n'a qu'un seul zéro, ce nouveau prédicat, donc là j'enlève la première exécution, effectivement enlève le premier zéro, ou enlève le zéro. Mais est-ce qu'il est réversible? Il est de la même manière que tout à l'heure. Il va terminer et il va donner beaucoup plus de solutions que tout à l'heure. Donc on voit le 0 apparaître en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième position. Et en fait, on a un peu, c'est pas vraiment le 100 premier zéro donc on s'est trompé sur qu'on a dit tout à l'heure que le prédicat était correct, ou on a été un peu rapide, parce que on disait s'il n'y a qu'un seul zéro, ouais, mais dans les listes qu'on obtient finalement il n'y a pas qu'un seul zéro, et donc il n'a pas enlevé le premier zéro, il a enlevé l'un des zéros au hasard, et en enlevant l'un des zéros au hasard, ou en tout cas il y a une façon d'enlever l'un des zéros de ces listes là pour obtenir cette liste-là. Et c'est justement pas toujours le premier zéro. Donc là, ce que j'essaie de montrer à travers cet exemple-là, c'est que c'est pas toujours super simple en fait de montrer la correction. On peut facilement se tromper en prenant des exemples. Donc par exemple là avec 2 zéros, si on prend que des exemples avec un seul zéro, le prédicat marche très bien, il est correct, mais son inverse n'est pas exactement ce qu'on voudrait. Par exemple cette liste-là, si on enlève le premier zéro, vraiment là, on n'obtient pas cette liste-là. On obtient la liste 3, 1, 4, 1, 5, 3, 4, 0, pardon, puisqu'il y a ce 0 là qui apparaît, donc c'est pas exactement cette liste là. Par contre, si on enlève l'un des zéros, et ça c'est plutôt le prédicat, enlever l'un des zéros, au moins en enlever un, là on a bien l'inverse du prédicat. Donc, des fois, explorer la réversibilité, ça permet de mieux cerner quel prédicat qu'on est en train d'écrire, en quoi il est correct ou correct sur un sous-ensemble. Là, ce prédicat-là, il est correct seulement sur un sous-ensemble, et sous-ensemble de listes qui n'ont qu'un seul zéro. Et pour qu'il soit par contre complètement correct, il faut enlever ça. Enfin, vérifier qu'on a bien ça, et auquel cas, quand on fait ce test-là, on obtient bien les seules solutions, c'est-à-dire celles où, en enlevant le premier zéro, on retombe sur la liste 3, 1, 4, 0, avec un 0 ici, et pas plus tard, celui qu'on aurait enlevé. Mais voilà, les couleurs, voilà. On récupère les couleurs ici. Fin de ce mini-cours, en espérant que du coup ces concepts-là donc écrire des choses en essayant d'être le plus déclaratif possible pour éventuellement résoudre des problèmes mal posés, permettent via la réversibilité, via éventuellement des fois le non-déterminisme, voilà, des explorations combinatoires, d'obtenir des programmes qui sont un peu différents des programmes classiques, qui utilisent un peu plus la déclarativité, qui repose, la déclarativité repose sur le fait que localement on ait des choses qui soient correctes, et quand on écrit les choses pour garantir d'autres qualités, il faut en plus
vérifier que c'est complet, que les requêtes qu'on va poser vont terminer, éventuellement même analyser leur complexité. Tout ça permettant d'avoir des algorithmes ou des façons d'écrire des algorithmes peut-être un peu différentes, qui s'appliquent bien. Bon, mes exemples, c'est souvent sur du calcul, parce que c'est là où on fait les choses les plus intelligentes et qui diffèrent le plus avec les bases de données. Mais ça peut s'appliquer donc à des notions de base de données, à des notions plus symboliques, comme il y en a qui apparaissent dans le cas du web sémantique, et où il faut gérer les choses. À ceci près, un petit détail pour finir, dans le web sémantique, il y a une différence quand on résout un problème. Les incohérences ne sont pas gérées de la même manière. En Prolog, ça fait des échecs, donc des non-réussites à prouver les choses. En web sémantique, ce serait plutôt l'inverse. On accepte peut-être des fois les incohérences et on échoue plutôt à prouver la non-correction de certains trucs. Bon, mais à voir pour plus tard. Dans un cas comme dans l'autre, on essaie de dire des choses vraies, mais bon, des fois il y a des vrais, des faux vrais, des vrais faux, des faux faux. Bon, mais en Prolog, donc c'est plutôt des vrais quand c'est vrai. C'est sûr que c'est vrai. Par contre, quand c'est faux, bah, ça peut être des faux, des choses qu'on n'a pas réussi seulement à calculer, à prouver.